Je me présente, je suis auteur, interprète, producteur de disques et coach scénique. Et donc rappeur aussi, j'ai pas précisé, auteur, interprète, rappeur. C'est quand ton premier billet avec la musique? En fait, comment t'arrives à te projeter? Le concert, le 10, t'as besoin de combien de temps pour le préparer? Comment tu te dis que ça peut être ton quotidien? T'as un beau souvenir? Ouais. La passion dedans, c'est quoi? T'as Auteur. interprété l'ex de d'autres personnes? C'est qui tes refs là, les premières personnes? Un feat avec Orelsan, mon pote. Ouais. Est-ce que c'est bon pour le business? Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que je reçois un CEO pas comme les autres. Je sais pas si l'intro, je voulais dire aussi la résilience paye, parce que ça fait longtemps qu'on est en contact. Bref, aujourd'hui, je reçois un artiste qui prône l'indépendance depuis que je le connais. Moi, je t'ai découvert un petit peu après les débuts. Comment ça va, Flint? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Et bonjour à tous tes auditeurs. Bon, on n'est pas en live, mais t'inquiète. Bonjour à tous. Petite question première. Ce podcast s'appelle Dans la tête d'un CEO. T'es CEO de quelle structure? Est-ce que c'est au pluriel ou au singulier? Alors déjà, si j'ai mis du temps pour répondre à ton invitation, c'est que je me demandais si j'étais légitime de parler dans une émission qui s'appelle Dans la tête d'un CEO. CEO, c'est Chief Executive Officer, si je dis pas de conneries. Donc ouais. C'est quoi pour toi, ouais? Bah, c'est le big boss, quoi. C'est celui qui prend les décisions. Enfin, arrête-moi si je me trompe. Mais, Ah, mais c'est le PDG en français, quoi. Voilà. Bah ouais, c'est ça. Et tu t'identifies pas forcément à ce mot? Bah, je trouve que, en tout cas pour ma part, hein, moi, par rapport à mon activité, je trouvais ça un peu décorrélé, ouais, limite pompeux, tu vois. Je me considère pas comme un CEO, tu vois. Donc j'ai galéré à te convaincre en plus. Sauf peut-être pour la blague, tu vois, dire ouais, je suis CEO, mais je trouve que c'est pas adapté vraiment pour moi. Du coup. Donc tu te sens pas CEO. Par contre, non. Il y a ton nom à des cabis? Oui, bah oui. Combien de cabis en France? Mais j'en ai un. Depuis le début de ta carrière, il y en a eu qu'un seul? Il n'y a pas eu des structures que tu as lancées ou peut-être fermées? Non, moi j'ai ma structure pour répondre donc à ta question qui s'appelle Offsiders, qui est ma structure de production de disques en fait. Et je fais aussi du coaching scénique dans cette structure. Dont on va parler. Donc oui, je suis... Et c'est quoi ton titre dessus? T'es président? Pour me présenter, oui, moi j'ai mis gérant en fait. C'est moi qui gère. Et moi je te le dis, t'es CEO à mes yeux et t'as toute ta place dans ce podcast. Mais comment tu te présentes? Je t'ai interrompu là-dessus. Comment je me présente? Je suis auteur, interprète, producteur de disques et coach scénique. Et rédacteur aussi, puisque j'écris, parce que l'écriture c'est mon truc, c'est ce que j'aime faire le plus. Donc rédacteur pour des entreprises, quoi. J'aime bien écrire autre chose que du rap en fait. Voilà. Et donc rappeur aussi, j'ai pas précisé, auteur, interprète, rappeur. Si je pose la question, t'as 3 enfants, c'est ça? Oui. Si je leur posais la question, ils te présenteraient eux comment? Ils diraient qu'il est quoi, papa? Ils écrivent quoi là sur l'école? Je dirais papa. Il dit rappeur, chanteur? Ouais, il fait du rap, je pense. Et puis du coaching scénique, parce que c'est vrai que je leur en parle beaucoup. Comme je fais beaucoup de déplacements, là où on m'appelle pour faire du coaching, notamment en région, dans les salles de concert en région. Donc je suis souvent en déplacement. Donc je suis absent pendant 2, 3, 4 jours. Ok. Et là, ils savent que c'est pour faire des coachings, mais quand c'est pour aller faire des concerts, c'est pour faire du rap. Donc, mais même les coachings, c'est pour faire du rap. Ils ont quel âge tes enfants? Ils ont 16, 12, bientôt 13 et 4. Ouais, okay. Bon, 4 peut-être pas, mais 16 et 12, ils captent bien ce que c'est le coaching scénique. Ouais, s'ils ont envie de s'y intéresser, parce que c'est l'âge un peu, tu vois, il y en a un qui sort de l'adolescence, l'autre qui y rentre. Ok. Donc, ils écoutent du rap? Le plus jeune, ouais. Le grand, lui, il est pas dans la musique, il s'en fout. Ils écoutent du rap conscient ou pas? Mais non, là, mon garçon, le plus jeune des deux, là, il est vraiment dans le mainstream, en fait, dans ce qui est le plus mis en avant sur les réseaux, en radio. Bon, il n'écoute pas trop la radio, même si j'essaie de lui... Voilà, de l'initier un peu à ce média qu'est la radio. Mais non, lui, il prend ce qui est le plus représenté sur les réseaux sociaux, et donc ça va plutôt être le rap de maintenant. Mais c'est normal, en fait, c'est le rap de son... Enfin, rap. J'aime pas ce terme-là de musique urbaine, mais c'est vrai que des fois, on n'est plus tout à fait dans... Des fois, on n'est pas vraiment dans le rap. On n'est plus tout à fait dans le rap. On est dans une
une branche du rap. Donc lui, il écoute la musique de sa génération, quoi. Et tu vois, là, on est en train de prendre un filon et je suis en train de tirer et je me dis, j'ai 50 questions qui me viennent à l'esprit. Mais attends, on va structurer cette interview. On a qu'une heure. Déjà, j'aimerais remettre les pieds dans le plat. Je sais pas si les gens le voient. J'espère qu'ils nous voient en vidéo. On est dans une salle iconique de Paris. On est au New Morning. T'as Ouais. joué ici, toi? J'ai joué ici plusieurs fois, mais notamment une fois pour la sortie, c'était le concert parisien, ma date parisienne après la sortie de mon deuxième album, Itinéraire bis. Donc l'album est sorti fin 2012. Le concert, c'était en février 2013. Et quand tu m'as proposé de faire une interview, je t'ai dit, bah, ce serait cool qu'on aille dans un endroit qui ait un lien avec la musique. Donc, je Ton t'avais univers. proposé Studio Bleu ou une salle de répétition pour qu'on soit un peu... En plus, quand moi, je fais du coaching, je suis beaucoup en salle de répète, mais je suis aussi, quand je fais du coaching sur scène, dans les salles de concert. Et puis, tu m'as dit, c'est où Studio Bleu? Je t'ai dit, bah, c'est à côté du New Morning. Et puis là, tu m'as dit, ah ouais, New Morning, t'avais joué là-bas, je vais voir si on peut y aller. Et en fait, ouais, c'est cool. Ça a du sens, en fait, de se retrouver ici. Effectivement, c'est une salle iconique. Et voilà, je me suis déjà retrouvé les pieds ici avec... En train de transpirer. 600, je crois qu'il y avait, ouais, peut-être pas 600, c'était 550 la jauge. T'as un beau souvenir? Voilà. Ah ouais, non, c'était incroyable. Ça m'est arrivé de faire des concerts où quand tu sors, tu te dis, bon, c'était pas incroyable, mais ça m'est déjà arrivé. De pas avoir l'énergie. Non, c'est même pas... Ça, je saurais pas te dire Bah, on va pourquoi, parler de la tu scène vois. après. Donc, Mais, c'est une communion avec le public, j'imagine. Parfois, ça passe, parfois, ça casse. Puis des fois, c'est une question de ressenti. Les gens vont dire que c'était bien, mais toi, t'étais moins bien. Les choses se sont pas passées comme tu voulais. Bref, il peut y avoir plein de raisons qui font qu'un concert se passe plus ou moins bien. Mais en tout cas, ce soir-là, au New Morning, il s'est vraiment passé quelque chose. Et c'était vraiment c'est un souvenir mémorable pour moi, pour les personnes qui m'accompagnaient sur scène. Et je pense que pour le public, il n'y a pas une personne qui est sortie du New Morning ce jour-là sans s'en être pris plein la tête, quoi. Donc c'est un excellent souvenir et c'est pour ça que quand tu m'as proposé ça, j'ai dit ouais, vas-y, là c'est bon. Peut-être que c'est là que tu vois, ça prenait encore plus de sens, quoi, que le côté CEO. Et c'est gaulerie je l'ai mis parce de côté. que tu parles de CEO, qui est mon milieu, Mm. mais tu sais très bien que je t'ai contacté parce que j'écoute ta musique et Mm. qu'elle m'a même éduqué et inspiré, en tout cas à partir de mes 18 ans, moi quand je suis allé au Canada, on n'est pas là pour parler de moi. Une grande dédicace à Sacha et du coup aux personnes qui nous accueillent ici. En plus, c'est une salle mythique, je veux dire, au-delà de ça, c'est très très joli. Et je pense, dis-moi si je me trompe, mais que le fait que ce soit un peu en arc de cercle, la sono est bonne. Ouais, bah, disons que... Après, on arrête de dire que c'est la meilleure salle de Paname, t'inquiète. On va parler de Non, toi. mais c'est vraiment une chouette salle, quoi. Pour faire un concert, on est proche des gens. Voilà, on est vraiment ensemble, quoi. Tu vois, tu vois, la scène n'est pas très haute. Il y a vraiment... tu peux vraiment instaurer une communion, en fait. Ouais, t'es au niveau des... Enfin, pour que les gens voient pas, il y a une petite salle de danse, mais... Enfin, une scène de danse, pardon. Et la scène est au niveau presque de toutes les personnes autour. Presque, Ouais, quoi. en tout cas, celles qui sont ouais. autour. Après, ceux qui sont dans la fosse sont un peu plus bas. Mais Très c'est une chouette intimiste. salle. Les amis, moi, je fais la promo de Flint, mais le 10 septembre. Parce que déjà, on n'a pas mis les pieds dans le plat. On se voit pour la sortie de ton dernier album, Monsieur Julien, et on va en parler. Mais avant ça, surtout, 10 septembre, on peut te voir sur scène à la Maroquinerie de Paris. C'est ça. Ouais. Le 10 septembre à la Maroquinerie, tout à fait. Ok. Je te gratte pas une place parce que j'ai déjà la mienne. Et Je sais. qu'on rémunère bien les artistes et les indés. Je veux revenir un petit peu à la base de ça. Déjà, parle-moi juste de ton dernier album. Je vais te poser la question. La passion dedans, c'est quoi? C'est l'écriture ou c'est la musique en général? La passion, c'est-à-dire? C'est quoi mon moteur? Exactement. Et c'est comment tu l'as défini aujourd'hui après ton... C'est quoi, ton quatrième? C'est mon quatrième album, ouais. Moi, mon moteur, il est simple. Je sais faire quelque chose. En fait, je considère que j'ai un don pour ça. Le truc pour lequel je suis reconnu, c'est ma qualité lyricale. Et c'est mon truc, je cultive ça. Donc, mon moteur, c'est simple, c'est que je considère que j'ai un don où j'ai la chance d'avoir cette fibre pour l'écriture, qui fait que je peux encore sortir des albums et qu'il y a un public qui est là, prêt à les accueillir parce qu'ils ont envie d'entendre ce que j'écris et ce que je raconte. Donc, mon moteur, il est... Après, le don, c'est peut-être un mot un peu fort, mais ça se cultive, ça se travaille, tu vois. Et donc, sachant ça, ben, c'est ça mon moteur, en fait. Je sais faire quelque chose qui est
euh, comment dire, je sais faire je sais faire bien quelque chose, voire très D'utile. bien. Mhm. Donc, Donc tu le rends je utile, quoi, en continue, tout cas. quoi. Je Et continue à le faire. Ce serait dommage de de pas continuer à cultiver ça, en fait. moi, j'aimerais bien capter, on a parlé de dons, on parle de passion. Mais le don ne va pas sans le travail, hein, Bien évidemment, tu et vois. c'est la question que je vais te poser. Il J'aimerais faut comprendre. travailler, il faut continuer à travailler. Quand j'écris des chansons, enfin, ça vient Mm. pas tout seul, quoi, tu vois. C'est pas je claque des doigts et j'ai une chanson qui sort. Non, non, c'est des heures de travail, de réflexion, de recherche, de prendre une phrase dans un sens, dans l'autre, la retourner, la déconstruire, la reconstruire, y mettre du sens, y mettre des rimes, y mettre de l'émotion. Enfin, c'est un vrai travail. J'y passe vraiment beaucoup de temps. T'aimes pas le mot don parce que les gens peuvent croire que Ouais, t'as une voilà, illumination en une nuit, tu exactement. fais Non, ton ça, album, quoi. c'est pas du tout ça. Bien sûr. C'est pas du tout ça. Mais quand même, comment ça s'appelle le fait de savoir très bien faire quelque chose, tu vois? Euh, on a tous peut-être des prédispositions. Il y en a, ça va être dans le sport, il y en a, ça va être dans le Mm. business, il y en a, ça va être dans, je sais pas, moi, chacun a un truc, tu vois. Moi, en tout cas, je sais que c'est ça. Et donc, je le cultive et c'est pour ça que je continue. C'est ça mon vrai moteur. Le moteur numéro un, c'est ça. Et aussi parce que ça me remplit la tête, ça me permet de vivre des choses qui sont pas communes finalement. Jouer devant un public, c'est pas si commun. Il y a beaucoup de gens qui le font, mais c'est pas si commun. Et voilà, c'est le petit fil rouge de ma vie à moi, quoi. Ouais. C'est l'écriture qui m'amène à vivre des choses, voilà, pas communes, à rencontrer des gens que j'aurais pas rencontrés autrement. Voilà. Pour que moi, le but de ce podcast, de toutes mes interviews, c'est qu'un max de personnes, notamment la jeunesse, puisse s'identifier à toi. Et en vrai, c'est moi, la jeunesse, qui veut s'identifier à toi. Mais le but, c'est qu'à la fin de cette interview, je me dis, c'est un être humain comme les autres. Il a des ambitions. Je peux faire la même chose. Ça ne veut pas dire que ce Hmm. sera sur la musique. Mais en fait, c'est péter ces barrières, ces plafonds de verre. Et Ok. j'essaye de comprendre, toi, ce don. Tu l'as dit, tu le travailles. Mais pour que tu le travailles, j'ai l'impression que c'est lié à la passion. Et je vais mettre Oui, surtout bien le mot sûr. plaisir. Oui, bien sûr. Ça commence Bah, si tu comment prends et pas de comment tu plaisir, le nourris? si tu prends pas de plaisir dans ce que tu fais, il faut faire autre chose. C'est quoi la naissance quand t'es, pas toi, mais la naissance de l'art et de ton intérêt pour la musique et l'écriture, il vient quand? Alors l'écriture, c'est venu. Alors déjà, moi, ma première rencontre avant de rencontrer le rap ou l'écriture, ça a été la musique en général, parce que ma mère écoutait beaucoup de musique à la maison. Il y avait une platine vinyle, elle avait des disques vinyles. Donc il y avait un côté ludique. Moi, j'étais petit à ce moment-là. Je devais quand je découvre la platine, quand je découvre les disques vinyles, j'ai peut-être 5, 6 ans. Et Ok. du coup, ça m'amuse de mettre des disques, de mettre le diamant sur le disque. D'apprendre Après, à j'ai eu, manipuler des vinyles, ouais, très après, j'ai important. eu une radio, j'avais un petit poste radio dans ma chambre, donc j'ai découvert aussi la musique à la radio. Et puis quand le rap est arrivé, euh, le rap français, je l'ai vu arriver en fait. Je sais plus quel âge j'avais, mais alors, je l'ai peut-être pas pris à ses tout début, parce que Mhm. j'étais encore trop jeune. Mais quand j'ai découvert le rap, C'est qui tes refs, ben, là, les premières personnes? c'est du rap US essentiellement. Donc t'as commencé avec l'US? Ok. Ouais, plutôt, ouais, sur C'est le Mobb rap Deep à de la l'époque? West Coast. Ouais, ça, c'est plus la East Coast. C'est venu un tout petit peu après, mais avant Mobb Deep, Nas, le Wu, etc. Ok, Et d'autres, hein, Biggie, je pense que je pourrais bien t'en sûr. citer plein. C'était plutôt ce qui se passait à l'ouest des États-Unis que j'écoutais. Et puis, quand le rap français est arrivé, j'ai pris le train en marche. Et j'ai su tout de suite que ce serait la musique que j'allais suivre, quoi, que c'était ça le genre musical que j'aimais. À quel moment tu t'es dit, Je- c'est un vinyle, c'est dans la radio, mais moi aussi je peux y être? En fait, comment t'arrives à te projeter? Moi, je me suis pas posé la question comme ça, en fait. C'était un jeu? J'aimais la musique, donc j'étais consommateur de musique. J'achetais des disques quand j'ai commencé à avoir, je sais plus, 15, 16, 17 ans. Moi, j'ai commencé à travailler à 17 ans. Avant, j'avais quand même un peu d'argent de poche. J'allais acheter des disques. Tout mon argent de poche ou l'argent que je gagnais dans les petits boulots que je faisais quand j'avais 17, 18, 19 ans, c'était pour acheter des disques. Donc, j'étais tout le temps dans les magasins de musique. J'étais à Street Sound, j'étais à Châtelet. J'achetais des disques. Et le format maxi, donc 2 titres avec les instrumentaux, les a cappella, c'était vraiment un des formats de référence à l'époque. Donc moi, j'avais mon stock de disques et j'avais des potes à moi qui avaient déjà commencé à faire du rap. Et comme chez moi, c'était un lieu de passage. C'était un lieu de passage chez moi quand j'étais jeune.
Donc il y a des gens qui t'ont mis le pied à l'étrier, tu En les fait, as vus rapper devant toi. mes potes venaient à la maison parce que moi j'avais des Ok. instrus, j'avais la platine et j'avais les instrus, donc ils venaient rapper chez moi. Tu te Et serais c'est mis à comme ça rapper sans eux? que, je sais pas, peut-être Est-ce que pas. tu En vois le tout délire cas, de voir un pote le en tout cas, le faire? fait qu'ils viennent rapper à la maison pour tester leurs couplets, ils venaient écrire chez moi. Bah du coup moi, parce que je n'ai pas dit ça, j'écrivais déjà. Enfin en fait, j'avais un goût pour l'écriture avant ça. Avant, Intéressant. j'ai découvert la musique et après, à l'école, tu sais, on fait des dissertations, des rédactions, des trucs comme ça et j'avais vraiment un goût pour ça. Ok. J'étais doué pour ça. J'étais bon en français. Et tu prenais du plaisir. Oui. Donc, j'avais le goût pour l'écriture, le goût pour la musique. Et puis après, les potos qui venaient à la maison pour écrire leur premier texte de rap, eh ben, en fait, ça a pris du sens. La musique, l'écriture. Et en plus de pouvoir partager quelque chose avec mes potes, T'étais voilà meilleur comment qu'eux. je me suis lancé. J'en sais rien. À l'époque, j'étais pas bon à l'époque. Tu vois, si tu réécoutes mes premiers couplets, mes premières interprétations, la voix que j'avais, enfin, tu vois, c'est le début, quoi. C'était les balbutiements. Donc, À quel on moment n'était pas tu t'es dit on que n'était t'allais pas en dans faire cette, carrière? on n'était pas dans cette, Ouais, cette non. optique, quoi. Moi, en vrai, j'ai jamais vraiment pensé carrière avant il n'y a pas si longtemps, en fait. C'est avec le recul que tu te dis, ah ouais, bah, quand même, ça fait une carrière, tout ça, un album, 2 albums, 3 albums, aujourd'hui 4. C'est au fil du temps que la carrière s'est construite. Mais moi, je ne suis pas carriériste. Enfin, je l'étais pas jusqu'à maintenant. Maintenant, j'ai conscience que j'ai une carrière dans la musique. Mais je me suis jamais dit au départ, je vais faire une carrière dans la musique. Pour moi, c'était toujours une corde à mon arc, on va dire. Tu vois, un loisir, une corde à mon arc, une passion qui avait pris un tournant un peu sérieux à partir du moment où tu sors des titres qui sont sur des supports, que tu es écouté par des gens, que tu te produis en live. Effectivement, ça commence à devenir un peu sérieux. Mais Mais t'avais un moi, plan je me A. suis jamais dit, Ouais. enfin, tu vois, pour moi, je te dis, avant peut-être, il n'y a que peut-être entre le 3e et le 4e album que je me suis dit, ah, ouais, ok, effectivement, ouais, quand on me parle de carrière, oui, effectivement, ils ont raison, j'ai une carrière. Mais moi, j'ai jamais eu pour projet de faire carrière dans la musique. C'est quand ton premier billet avec la musique? Je sais plus, c'était pas énorme de toute façon, mais Et ça t'a pas dit, je peux faire un peu plus? bah, en fait, moi, j'ai jamais, sauf depuis pas si longtemps, l'argent n'a jamais été mon moteur dans la musique. Mhm. Tu vois. J'ai rien contre gagner de l'argent. Je sais comment gagner de l'argent. Je sais où aller le chercher. Je sais comment le générer. Parce qu'en tant que producteur, il faut savoir ça. Tu vois. Vu qu'effectivement, je suis producteur indépendant de mes propres disques. Je me contente pas juste d'écrire des chansons. Et c'est pas un producteur qui me dit, bon, bah, j'ai réservé le studio, tu viens de telle heure à telle heure, je t'ai trouvé les musiques. Je suis pas que concentré sur l'artistique. Je suis Ok. aussi concentré sur l'aspect de la production, donc l'aspect financier. Mais mon moteur, et c'est moi qui finance. Donc t'avances les fonds. Ouais, j'avance les frais, je paye ce que j'ai à payer. Bien sûr. Non, mais tu prends le risque. Oui, on prend des risques, si tu veux. Ouais. On peut appeler ça des risques. C'est pas ça un mais c'est pas- entrepreneur? Si, mais après, ça dépend des sommes que tu engages aussi, tu vois. Il y a prendre des risques et prendre des risques, tu vois. Ouais, mais Si juste tu investis 500K, c'est pas pareil que si tu en investis 5, tu vois. Mais même 5. Oui, Est-ce que mais tu c'est te pas, rends compte qu'il y a des c'est gens... pas, c'est pas, il y a une gestion du risque, on va dire, tu vois. Alors, juste pour comprendre une chose. Je vais pas hypothéquer ma maison pour sortir Non, un non, disque, bah, tu vois. t'es Ça, c'est un rationnel, risque. bien Ça, c'est sûr. prendre un risque, tu vois. Ouais, mais alors, est-ce que les gens... Moi, j'ai des risques qui sont mesurés, avec des budgets qui sont restreints. Je sais faire des disques pas trop chers. Voilà. Maintenant, pour revenir à ce que je disais avant, l'argent n'a jamais été mon moteur. C'est-à-dire que je ne crée pas Pour faire des thunes. en disant ah bah Qu'est-ce qui va pour marcher? faire de l'argent. Non. Ok. D'abord, l'art, le respect des gens, du public, pour ce que je fais. Et après, si je peux faire de l'argent avec tout ça, bien évidemment que je vais le faire, mais j'ai pas envie de le faire n'importe comment ou en faisant quelque chose qui ne me ressemble pas. Voilà. Ça a toujours été la base pour moi. Je veux arriver là au business et à l'aspect indépendant et comprendre aussi pourquoi tu t'es construit dans l'indépendance. C'est un message que tu portes fort au travers de tous tes albums. Mais avant ça, je t'emmerde. Je t'emmerde pas de cette manière. C'était dit comme une insulte, par exemple. Pardon. Je dis, je t'emmerde avec ma question. Je veux comprendre une chose. Moi qui te projette mes craintes,
quand j'ai 16 ans, 18 ans, j'ai beau écouter tu vois, des artistes, même aimer faire quelque chose, comment tu te dis que ça peut être ton quotidien? C'est ça, en fait, j'essaie de capter, surtout que tu as fait des études, donc ça veut dire que Mmh. tu nous le dis, c'était un hobby, une passion, Mmh. c'était un plan B. À quel Même c'était moment il y a même eu pas un plan B, c'était pas un plan en C'était fait, même pas c'était dans le juste, giron. Ok, il y avait c'est pas un pas. plan. Ok. J'appelais pas ça un plan. C'était juste, au début, c'était juste pour, se remplir la tête, partager quelque chose avec les collègues et puis il y a quand même le rap, je sais pas, moi ça m'a pris quoi, ça m'a complètement emporté. Mais ça n'a jamais été un plan. Je te disais, j'avais pas de plan de carrière là-dedans. Je je faisais, comme ça un peu au fil de l'eau quoi. Mon premier album, il s'est fait, un peu sans vraiment, le vouloir vraiment, c'est quand j'ai fini, je me suis dit: «Ah ouais, mais ça y est, en fait, j'ai un album». Enfin, c'est un peu loin les souvenirs, mais il y avait pas de plan de carrière, c'était ni un plan A, ni un plan B. C'était juste là, quoi, une Ok. corde à mon arc, on va dire, tu vois? C'était de l'opportunité. À un moment, tu t'es dit, je vais le faire et on verra si ça marche. Mais je me suis même pas demandé, je me suis même pas dit: «On verra si ça marche», en fait. T'as jamais J'ai pas eu intellectualisé cette tous tes trucs? bah, si, mais dans mes couplets, dans ce que je raconte, mais pas dans le business, Ok, tu vois? ok, Et c'est maintenant, j'ai une vision différente parce que j'ai beaucoup plus d'expérience, ok. parce que, mais mais moi, j'ai toujours travaillé à côté, tu vois? Je Tu travaillais, bossais pour ton premier album, tu bossais à ouais, j'ai côté? bossé à côté, Tu faisais quoi? j'ai fait plein de choses dans ma vie, quoi. J'ai Des fait jobs pas qui te mal plaisaient de ou pas? j'en ai eu qui me plaisaient, il y en a eu qui me plaisaient moins, Je, je je te... travaillais dans différents secteurs. Je travaillais dans la communication, je travaillais dans l'automobile, j'ai travaillé dans le social, j'ai travaillé dans C'était quoi qui te l'associatif. plaisait dans tout ça? Juste. Bon, c'est pas les thunes, on a compris. Hem, mais j'ai rien contre l'argent, hein. Non, non, mais Attention, hein. attends. J'ai rien contre gagner de l'argent, bien au contraire. C'est juste, pas n'importe comment. Ah, en tout cas avec mon art, pas n'importe comment, tu vois? Avec éthique, juste, et Ouais, ouais, responsabilité ouais. sur l'influence que tu exerces. Ouais. Hem, c'est quoi la question? Qu'est-ce qu'on disait? On parlait Et je voulais savoir de juste dans les jobs que tu as fait, là, les... ouais, qu'est-ce qui me plaisait? Ouais, Bah, en quel fait, aspect? déjà, c'était, d'avoir une structure de vie. Ça structure une vie quand même de travailler, tu vois? Donc une discipline. Ok. Pendant un moment, hem, après mon premier album, j'ai arrêté de travailler pendant un petit temps et en fait, je perdais pied, en fait, à pas savoir quoi faire, tu vois? J'avais pas assez d'expérience, j'avais pas de vision carriériste dans la musique donc en fait, j'ai perdu pied et du coup, je suis retourné bosser parce que moi, ça me structurait ma vie, en fait. Ça me quelque part, ouais, ça m'empêchait de c'est peut-être pas un bon calcul, franchement, avec le recul, tu vois, comme je dis dans l'album, j'aimerais revenir en arrière en sachant ce que je sais aujourd'hui, tu vois? Je pense on est peut-être un peu tous chaque être humain est un peu dans ce cas-là, quoi. Mhm. Ah, si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, ben, j'aurais pas fait de la même manière. Je pense que si je revenais en arrière, en sachant ce que je sais aujourd'hui, je ferais pas les mêmes choix, tu vois? J'aurais plus confiance en moi, je me dirais: «Allez, je suis capable de faire ça, je sais faire ça, alors je vais y aller à fond». Là où, après mon premier album, donc je me suis retrouvé pendant quelques mois sans travailler. Je me suis dit: «Ah bah, c'est cool, je vais pouvoir continuer à produire, machin», mais bon, c'est pas comme ça Ah, et ok. du coup, j'ai perdu pied, en fait. Je me sentais vraiment, perdu et Mm. le travail m'a structuré, d'avoir une activité professionnelle avec des heures, fixes. Ça structurait ma vie et moi, j'avais besoin de ça. Donc J'avais c'est besoin de me juste. raccrocher à Ok. quelque chose où, voilà, je sais ce qui va se passer. Aujourd'hui, je travaille pas, je fais que du coaching scénique, je fais de la production musicale, je Enfin, fais si tu différentes travailles, activités. attends, Oui, oui, je c'est travaille. du Je travaille pas au sens salarié du travail terme. pour toi. Voilà, je travaille pour moi. Mais parce que j'ai beaucoup plus d'expérience, je sais comment m'organiser, je sais comment aller chercher du business, je sais ce que je sais faire et à qui je peux proposer mes services. Là où quand j'étais pas si jeune que ça quand j'ai sorti mon premier album, j'avais 30 ans quand même, tu vois. Ok. Mais moi, en fait, je suis resté un gamin pendant très très longtemps, en fait. Ah ouais? Je suis pas devenu un homme, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'analyse, peut-être avant mes 40 piges, On quoi, va tu vois. parler de tes textes, mais Ouais, bah peut-être que mes textes donnent l'impression c'est c'est que je l'inverse, suis quoi. mûr, mature et tout, mais dans ma tête, j'étais toujours un enfant, en fait. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à grandir sur les aspects du business, sur les aspects de la liberté financière, l'éducation Et financière. t'en parles en plus dans le dernier album. J'en parle dans l'album parce que c'est un Les truc revenus passifs. voilà, les revenus passifs, tout ça, mais moi, Travailler pour de l'argent et faire de l'argent, c'est pas pareil. absolument. Ouais. Et moi, effectivement, mon modèle, c'était d'aller travailler pour gagner de l'argent.
Ouais. Ok, c'est ce que je fais en freelance aujourd'hui, pas en salariat. Mais cet argent que je gagne, qu'est-ce que j'en fais? Comment je le fais travailler lui aussi, tu vois? Hmm. C'est quand Moi, j'ai jamais eu, en fait, ma mère, elle était pas du tout dans ça, quoi. Tu vois, on n'était pas propriétaire, on n'avait pas de biens, on n'avait pas de business sur le côté, on n'avait pas à monter une affaire. Enfin, je parle de ma mère, en fait. Bien sûr. Et du coup, moi, j'ai pas du tout grandi là-dedans. Ma mère, c'était bon. euh, je respecte ce point de vue, je le comprends. Mais c'était, de toute façon, on va tous mourir. Ça sert à quoi d'avoir quelque chose à nous qui nous appartient, en fait? Et moi, j'ai grandi avec ça, en fait. J'ai grandi avec cette musique-là. Mhm. Et c'est bien plus tard, quand j'ai eu des enfants, un foyer, des responsabilités différentes et tout, que je me suis dit, mais attends, je vais où comme ça, en fait? Remettre du sens, quoi. Qu'est-ce que je vais léguer à mes enfants? Est-ce que quand j'aurai 60 ans, je vais toucher 600 euros? Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester dans mon salon, les bras croisés toute ma vie, enfin, tout le reste de ma vie. Enfin, tu vois, il y a plein de questions qui sont venues à moi. Et donc, j'avais pas conscience de plein de choses. Le C'est pour ça que je premier. me considère pas comme un CEO, tu vois. Non, mais t'inquiète. Parce que À la fin, j'ai été un gamin viens, on en pendant, reparle à la pendant, fin. pendant, On terminera pendant avec ça. beaucoup trop d'années. Voilà. J'ai pas la chrono. C'est Un pour la plume ou J'éclaire ma ville en premier que t'as sorti? C'est un pour la plume. C'est celui-là qui te fait C'est lequel? J'ai l'impression que c'est deux sons très connus, en tout cas dans tes débuts. C'est lequel qui t'a propulsé? Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des choses que t'aurais gérées différemment? Moi, je sais pas, j'ai pas le sentiment d'avoir été propulsé. Gars, on te connaît sur des sons quand Oui, même. ouais, mais tu vois, j'ai pas le sentiment d'avoir été T'as pas eu propulsé. un pic de visibilité? Il y avait même pas les À réseaux. l'époque, si, quand j'ai sorti mon plus ou premier moins. album, il y avait des diffusions en radio, il y avait des clips qui passaient sur les chaînes du câble, sur MTV, etc. Mais j'ai pas le sentiment d'avoir été propulsé, en fait. Il n'y a pas eu de thunes suite à ce et- premier et album? Ou de beaucoup de thunes qui sont rentrées, ne pas savoir quoi en faire? Non. Ok. Non. T'es chaud de parler de thunes ou pas? Bah, si tu veux, je te parlerai de ce dont je peux te parler. Tu vois, Bah, je veux comprendre, on va faire enfin, tu vois, ok, je suis producteur indépendant, Mhm. il y a des choses que je sais faire, il y a des domaines où je suis pas du tout bon, il y en a où je vais être moins compétent, il y a des choses que je sais, des choses que je sais moins, il y a des choses que je gère bien, des choses que que je gère moins bien. Quand on a discuté un peu avant l'interview, tu me disais que tu allais me demander pourquoi je me considérais mauvais pour le business, parce que c'est un des titres qui est dans l'album. Tu spoil comme ça des passages de l'interview là. Non, mais ça m'a fait réfléchir parce qu'en fait, je me considère pas foncièrement, fondamentalement être mauvais pour le business, puisque j'arrive quand même à sortir des disques, j'arrive quand même à les produire moi-même, donc à gérer un budget, à faire en Avoir une sorte communauté, enfin une audience. avoir des auditeurs, des supporters. Et ça depuis plus de 20 ans maintenant. Et donc, encore une fois, je sais aussi où on peut prendre l'argent, comment le générer. Je gagne de l'argent aussi avec la musique. J'en vis par période, tu vois. Mais donc, je suis pas fondamentalement mauvais pour le business. Mais par contre, tu vois, là, j'ai ouvert une maroquinerie. Ben, la maroquinerie, c'était la salle que j'ai fait aussi en 2008 pour mon premier album, si tu veux. Donc, en termes d'évolution, on va dire que c'est constant. Je suis encore là. Je peux encore ouvrir une maroquinerie et je pense que ce sera rempli. Si pas complet, au moins ce sera rempli. Mais si j'étais vraiment bon pour le business, peut-être en continuant à faire des disques, peut-être que la meilleure évolution, ce serait d'ouvrir des salles plus grandes, quoi, tu vois. Ce serait une ambition pour toi de faire un Bercy demain? Pas vraiment, en fait. Je pense que ma musique est plus adaptée pour des petites salles. Alors, on va dire que je dis ça comme une excuse, mais je suis pas fan des concerts dans les grandes salles de base. Bah, t'aimes la proximité. J'ai jamais un concert dans un stade, je trouve ça pas du tout adapté. Un concert dans une grande salle type Zénith, machin, je sais pas. Il y a très très peu de concerts où j'ai trouvé ça bien, en fait. C'est pas ton style. C'est pas mon style. Donc finalement ça m'arrange puisque de toute façon les portes me sont pas ouvertes pour ça, tu vois. Et si j'étais si bon que ça pour le business, peut-être que j'aurais réussi à les ouvrir, ces portes. Tu parlais de plafond de verre tout à l'heure. Moi, oui, j'ai le sentiment d'avoir un plafond au-dessus de la tête. Et t'avais pas assez confiance, tu disais, par moment. Ça aussi, ça t'a mis des limites? La confiance aussi, la confiance en soi. La légitimité. On m'en a donné de la confiance. Non, la légitimité,
je l'ai lyricalement, j'ai toujours pensé que j'avais ma légitimité, tu vois. Et après, tout le Ouais, monde est mais légitime, sur le chacun fait, business, chacun fait ce ouah, qu'il veut, tu surtout vois. dans une industrie. Bah, viens, on en parle. Attends, viens, on parle de la musique. Moi, je veux vraiment rentrer dans les pépettes, parler des thunes. Je veux comprendre ton premier album et on va parler de ton quatrième pour voir la différence. Je rigole parce que tu me dis que Je vais je pas. fais pareil. Non, mais je Attends. vais pas être très bon pour ça parce que je sais même pas combien j'ai gagné sur le premier Ah, donc album. tu Je tu sais même pas combien là. tu fais plus de thunes aujourd'hui juste sur l'album que Je versus sais, ton premier, tu sais je même sais pas. pas. Je sais pas. Il y a des Surtout trucs que que tu aurais pu mieux faire sur quoi? sur ton premier album versus aujourd'hui. Malgré que ce soit pas lié aux thunes directement, Je qu'est-ce sais que pas. tu... C'était pas pareil. Ce premier album, on travaillait à 3 dessus. Ok. Avec qui? Avec deux collègues. Il y avait un DJ, il y avait un label avec qui on avait sorti le disque. C'était lui qui avait pas mal investi dessus. Moi, j'avais commencé à investir sous la Shizan? non, sous Shizan, c'est David Maker. Ok, c'est... Ok. Là, c'est moi qui produis tout. Il y a personne qui a mis ses billes. Il y a personne qui va récupérer de l'argent. Enfin, en tout cas, directement, puisque via les sociétés type SACEM, etc., tous les ayants droit du disque vont récupérer de l'argent. Mais c'est des cas de figure très, très différents. Le stream, à mon niveau, ça rapporte pas le 1000 et des cents, tu vois. Ça accueille combien en ordre de grandeur ce que fait un 100 000 écoutes ou non? Je sais pas, il faut que tu regardes, en fait, faut que tu fasses le calcul. Moi, je sais que c'est 0,00 quelque chose, Ouais. tu vois. Et en plus, c'est déjà tout à fait le même montant par stream selon les plateformes. On a qui rémunèrent mieux que d'autres. Mais et je me fais pas un plan financier en me disant il faut que je fasse tant de streams pour pouvoir. Moi, ça, c'est pas mon fort, ça, tu vois. Je prends les sous qui me reviennent. Mais Mais tu non, t'établis à peu près. Tu sais non, qu'avec... non, je t'assure. Ouais, mais alors là, avec ton dernier album, est-ce que tu as attendu de le sortir et de voir les 2, 3 premiers jours la réception pour lancer la date de la maroquinerie, par exemple? En te disant, ok, l'audience est toujours engagée, je peux faire la maroquinerie. Bah, on aurait lancé une date parisienne de toute façon. Ouais, Maintenant, si on l'a pas lancé tout de suite, c'est parce que moi j'ai dit, ah, bah, c'est cool si on la lance une semaine plus tard, parce que ça fera une autre annonce, bien sûr. ça fera une autre communication. Mais Tout. c'est pas un doute de savoir si tu peux la remplir et de... Là, par exemple, tu as dû avancer des frais pour réserver la salle de la maroquinerie. Bah, là, sur la maroquinerie, je suis en coprod. Ok, Je m'occupe de la pré-prod. ok. Donc, tout ce qui va se passer, comment dire, la préparation du show en amont. Donc, trouver une salle, enfin, une résidence, comment dire, payer les studios de répétition, là, où on était pour le concert du 10 septembre, payer les personnes qui vont venir en répète et en résidence pour travailler. J'ai lumière, j'ai son. Ça coûte combien tout ça, là, si tu fais le lien? Ça dépend des gens, mais à la journée, je- Non, mais je veux pas... Moi, je veux Non, globalement, là, ton c'est- concert, il te c'est- coûte combien? là, comme ça, je ne saurais pas te répondre. Mais c'est 10K, c'est Je ne saurais 50K. pas te répondre. C'est comme ça que j'avance, moi. Ok. J'ai prévu ça. Je vais le payer de toute façon. Et c'est pour ça que je ne suis pas un CEO. Un CEO, il aurait déjà son budget en disant, OK, tac, 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 ça va me coûter tant, est-ce que je peux payer, comment je vais payer, et OK, on peut lancer. Ouais, Moi, l'argent là, je le récupère il là. faut faire une date parisienne, j'ai envie de la faire, vas-y, on la lance. Ok. Et après, Tu veux le ça va me faire, coûter, faire les comptes à la fin. combien ça va me coûter, mais je verrai le moment venu. C'est pour ça que je te dis, je ne suis pas le meilleur des gestionnaires, le meilleur en budget. Ok. Moi, je gère la pré-prod. Je vais faire en sorte que ça me coûte le moins possible, tout en sans léser les intervenants, que c'est leur prix, ce sera leur prix. Ah, mais t'as une expérience en plus, tu sais. Mais je déjà. sais que je vais pouvoir financer. Ouais, La ok. pré-prod, par contre, la prod, c'est pour ça que je te dis que c'est une coproduction. La production, c'est-à-dire la location de la salle, tout ce qui est gestion de la billetterie, Mhm. etc., tous ces frais-là, c'est pas moi qui les supporte, c'est le coproducteur. Donc, on a partagé comment dire, on a partagé les tâches. T'as toujours fait ça, juste sur des concerts? Il y Non, a des moi, moments où j'ai fait ça. t'as déjà tout produit de A à Z? De gérer la Moi, billetterie? tout seul, moi, personnellement, non. Non. Moi, Ok. je fais déjà plein de choses. J'ai pas envie de gérer ça en plus. Bah, j'aimerais savoir dans tout ce dont on parle. Attends, mini question là. Le concert, le 10, au doigt mouillé, c'est combien? T'as besoin de combien de temps pour le préparer? Juste pour comprendre. Malgré que tu aies d'expérience, tu veux offrir un beau show, j'en suis sûr. Là, j'ai le temps de le préparer. Après, j'ai
j'ai des nouveaux titres à inclure dans mon show. Donc, C'est pas sorti encore? c'est-à-dire? Non, les nouveaux titres là qui viennent de sortir. Ok, d'accord. Je les ai pas. Je suis en train là de les vendre. Je suis en Artistiquement, train tu de développes. monter mes lignes de concert en incluant ces nouveaux titres. Donc ça, c'est du travail. Dès que tu as une setlist, ton filage, l'ordre de tes titres, dès que tu en bouges un, ça fait bouger les lignes. Puis dès que tu en as 10 à rajouter, ça fait bouger les lignes. Il y en a qui vont sortir, qui vont aller sur le banc. Il y en a qui vont plus être à la fin, qui vont peut-être passer au début. Il y en a qu'il y a des enchaînements différents. C'est vraiment... Ça, c'est rodé un mois à l'avance, grand minimum. Genre, il faut que ce soit c'était 30 jours avant. bon, après, moi, je sais pas comment les autres... Mais toi, Moi, j'ai déjà commencé. et, En février, j'ai déjà commencé à préparer la maroquinerie. et les ajustements, ça va jusqu'à quand avant le 10 septembre? Qu'est-ce qui change? Les ajustements, ça peut être jusqu'à une minute avant de monter sur scène. Ça m'est déjà arrivé de changer ma setlist Ah ouais, carrément. sur scène. Ça m'est déjà arrivé de la changer en étant sur scène. Donc, ça veut dire que la lumière doit se raccorder, Non, mais etc. attends, il y a plusieurs cas de figure dans les concerts. Tu fais pas tout le temps ton concert où les gens viennent te voir. Des fois, ça peut être des festivals. Des fois, ça peut être des concerts Des trucs plateau. Et moi, j'ai pas, comment ça, j'ai pas des budgets qui me permettent de ramener toujours mon ingé lumière. Donc là, je vais faire un concert à la Rhodia à Besançon, par exemple. Je viens pas avec mon ingé lumière ni avec mon ingé son. Je viens juste avec mon DJ. C'est un plateau. C'est Tu pas, partages la scène avec quelqu'un d'autre voilà, je aussi? partage la scène avec d'autres artistes. Donc là, je vais donner une conduite lumière à la personne qui sera là-bas sur place avec des choses très très simples, puisqu'il va découvrir le show un peu en même temps. Je vais lui donner quelques petits trucs pour le guider un peu dans le show, voilà. Mais dans une configuration comme ça, si j'ai envie de changer un morceau à la dernière minute, si j'ai envie de changer en étant sur scène, c'est possible. C'est moins au millimètre que effectivement le concert à la maroquinerie où je prévois de préparer un show lumière qui va être un peu millimétré. Et si je change quelque chose, bah, ce sera embêtant, hein. Le gars à la Ouais, bien lumière, il sûr. faudra le prévenir en même temps. Ça risque d'être un peu compliqué. Ouais, bien Mais sûr. des fois, tu arrives, je sais pas moi, moi ça m'est arrivé une fois de faire la première partie d'un artiste. Son public à lui, c'était que des enfants, 12 ans, 13 ans, et avec leurs parents. Bon, moi, j'avais pas du tout anticipé ce truc-là, en fait. Ah, il y a des J'étais sons qui ont dû je m'étais sauter pas ou ouais, voilà, t'arrives, bien sûr, effectivement, ouais. tu dis à ton DJ, bon, écoute, là, vu le public, bah, je vais pas rentrer sur ça, en fait. Donc, on change. Mais quand c'est possible, je le fais. Si demain, c'est pas possible parce que j'ai mon show lumière qui est millimétré et que tout est millimétré, bah voilà, mais il y a quand même des choses qu'on peut bouger. C'est du live, hein. Faut oublier que ça reste du spectacle vivant, c'est du direct, c'est de l'instantané. Donc, C'est combien de tout se temps? passe Ce sera combien de temps, tu penses? à la maroquinerie. Ouais. Bah, au moins 1 heure et demie. Et Oh, puis, si on ok. peut faire 2 heures, on fera 2 heures, je pense, on verra. Ah, On va le voir public, comment ça se soyez passe. chaud, s'il vous plaît, qu'on On lui va donne voir. la force. Je vends pas 2 heures. Ça va dépendre. Non, mais il y a une. Ça va dépendre. Attends, je te pose. Mais c'est parce que je veux que tu me spoil, mais il y aura des surprises, il y a des. Il peut y Je sais avoir pas, des je sais pas feats. encore. Pour Ok, l'instant, j'en suis pas là. ok. Pour l'instant, j'en suis à. Je te dis, j'ai aussi dans mon plan pour arriver jusqu'à la maroquinerie des concerts qui arrivent là. Et ces concerts-là, bah, c'est les premiers dans lesquels je vais inclure des nouveaux titres. Donc, je vais roder un nouveau filage, une nouvelle setlist. Je te dis, il y a des morceaux qui sortent, il y a des morceaux qui rentrent. Hmm. Donc, c'est des enchaînements différents. C'est une intro qui n'est pas la même. En plus, il y a un nouvel album qui est sorti. Donc, on va mettre le doigt dessus, on va mettre le focus Évidemment. dessus. Tu vois, je vais jouer peut-être pas tous les titres, mais une bonne partie. Et tout ça, ça se travaille, c'est du boulot. Et donc, il faut s'y prendre suffisamment à l'avance. Et moi, là, j'ai des dates qui vont me permettre de roder un peu mon show. Après, la maroquinerie, c'est pas une finalité. C'est une étape aussi, tu vois. Il y aura autre chose après. Tu le fais pour Mais toi ou effectivement, pour comme les c'est la gens? date qu'on produit nous-mêmes et qu'en plus c'est à Paris, effectivement, et donc ça va durer plus longtemps, que les gens viennent vraiment pour me voir, là où sur les autres dates que je vais faire avant, bah, des fois, ça va être moi, ce qu'on appelle la tête d'affiche, le main event, mais des fois non. Tous les concerts sont différents, en fait. Il faut tous les préparer bah, pour ce qu'ils sont, en fait. L'heure, le lieu, la position sur le plateau. Est-ce que les gens, c'est toi qui viennent voir ou est-ce qu'ils te verront, mais en fait, ils viennent plutôt voir le mec qui vient après, enfin, le mec ou la nana, d'ailleurs, qui vient, ou le groupe, enfin, qui vient après. C'est ce que je dis dans les coachings, quoi. C'est qu'il faut vraiment essayer d'adapter sa setlist, son filage, son show en fonction du jour J et de l'instant T.
Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est toujours en mouvement. Un concert, un filage, une setlist, ça doit être toujours en mouvement. Juste comprendre, tu parles beaucoup de partage, de communion avec ton public. Je veux comprendre Je ça. n'ai pas trop parlé, j'en ai parlé un peu au début, mais Moi, je dis ça parce que je t'entends je suis en train je sais plus lequel, mais tu sais transmettre et partager, tu fais du bien au sein de ta communauté, entraide et solidarité. là, je sais plus. Là, J'allais te demander, est-ce que tu dois récupérer, tu dois couplet, répéter tes paroles ou pas? Avant les concerts. On est d'accord qu'il y a des sons, de toute t'oublies un façon, tu les répètes en répétition, de toute façon. Tu les connais toutes, par cœur, là, de ton dernier album, ou pas forcément? Ouais, si, Si, après, quand même. Ok. c'est des automatismes. La répétition, ça te permet d'acquérir des automatismes. Et ça aide quand c'est toi qui écris tes textes aussi. Même quand tu n'écris pas tes textes, à force de les répéter, ça devient automatique. Ouais. Et il faut que ça devienne automatique. Si tu commences à te poser trop de questions pendant que tu es en train de chanter sur scène, à savoir, attends, c'est quoi le prochain Non, il faut acquérir des automatismes. Et donc, les morceaux que j'ai l'habitude de faire, que je fais tout le temps en concert parce que je suis à l'aise avec, j'éclaire ma ville. parce que le public demande. ont envie d'entendre ces titres-là. Ceux-là, ça pose pas de problème. Après, ceux que tu as laissés sur le côté pendant quelques X temps, des fois, ouais, c'est difficile de les reprendre, mais ça revient assez rapidement. Ouais, c'est une mini-question sur le 10 septembre, sur la maroquinerie. Je veux comprendre juste, sans parler argent, mais tu pourrais t'en passer. Est-ce que tu le fais parce que c'est un plaisir vraiment, la scène? Moi, je vais pas gagner d'argent avec la maroquinerie. Rien du tout, tu penses? Je sais pas, on verra. Mais en tout cas, t'espères pas en gagner, t'espères juste pas en perdre. Je vais pas en gagner. Ce qui peut me faire gagner de l'argent à la maroquinerie, ça va être peut-être la vente des disques sur le stand de merchandising qu'il y a souvent dans les concerts. Ça, c'est peut-être ça qui va faire la bascule. Ouais. Mais entre ce que je vais investir, après, ça va dépendre. Là, on a un budget prévisionnel en production où il y a des postes. Tu vois, je te dis n'importe quoi, il y a un poste pour la communication qui est valorisé à 500 €. Ok, c'est du prévisionnel. Moi, si on n'a pas à aller dépenser ces 500 € de communication, ça m'arrange. La communication, ça va être de la sponsoring sur les réseaux sociaux. Ça peut être faire des petits flyers et de payer quelqu'un qui va aller flyer à la sortie des concerts. Donc, payer les flyers. Tu vends mes CD dans la street, tu le fais plus, ça? J'ai jamais vendu mes CD dans la street, moi. Ah, c'est ensuite. C'est pas moi qui l'ai dit. Ça peut être donc payer la personne qui va tracter. Okay. Ça peut être payer de la sponsorisation sur les réseaux sociaux. Donc, il sert à ça, la communication. Attends, ouais, je termine. Donc, ça, par exemple, je te parle d'un poste budgétaire qui est très précis. Il y en a d'autres. Ouais, j'ai compris. Je te parle de celui-là. Moi, si je peux les économiser, ces 500 €, c'est-à-dire si demain je fais sold out, j'ai pas besoin de tracter, j'ai pas besoin de payer la personne qui va tracter et j'ai pas besoin de faire de sponsoring. Donc, là, le budget, peut-être que ces 500 € ils seront mis ailleurs, ou peut-être qu'ils resteront dans le positif finalement. Tu vois, okay. Bon. Et il y en a plein des petits postes comme ça. Si tu breaks, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as un nombre d'entrées sur ta date, là où on dit tu breaks, c'est-à-dire, ok, tu as remboursé les frais de la salle, les frais de la sécu, les frais du catering, les frais de billetterie, parce que la billetterie, ça occasionne des frais aussi, les frais de communication s'il y en a, etc. etc. Je ne sais pas comment ça va se passer. J'espère qu'on va breaker. Ça en prend le chemin. Là, ça remplit un petit peu tous les jours, c'est cool. Mais je ne sais pas si on va breaker. Et après, peut-être que au-delà du break, il reste plus beaucoup de places. Ces places-là qui vont, tu vois, tu as ta jauge. Jusque-là, tu ne gagnes pas d'argent. Là, tu es à 0, tu breaks. Et il te reste un tout petit peu de place. Et c'est là que tu vas faire un peu de bénéfice, tu vois. Mais moi, j'ai les frais de... Ça, c'est pour la prod. La pré-prod, elle n'est pas inclue là-dedans. Non, j'ai bien compris ça. Donc, la pré-prod qui a mes frais, là, moi, je vais mettre des trucs. Peut-être que je récupérerai si on fait du bénéf sur les... je sais pas combien il y a de places en plus, mais il n'y en a pas énormément, tu vois. Ça dépend aussi du nombre d'invitations que tu vas lâcher, que tu vas garder, que tu vas mettre en vente. Moi, j'ai payé, gars. Moi, j'ai payé. Ça dépend aussi de ça. Donc, si tu veux une date comme la maroquinerie, moi, je ne vais pas m'enrichir avec cette date. Ça risque de me coûter de l'argent, mais il faut le faire. Pourquoi?
Non, je suis pas d'accord. Parce que ça va avec. Tu sors un album, tu fais une tête. Moi, je suis parisien, je fais une date à Paris, tu vois. Pour moi, ça tombe sous le sens, en fait. C'est pas une obligation, mais je veux dire, C'est évident. ça fait partie du projet global, si tu veux. Ok. Tu vois. Ce serait bizarre de ne pas faire une date à Paris. Donc, on l'a fait. 2, bah ouais, ça va être cool, ça va être super. Donc, on le fait. Et puis 3, bah, je t'ai dit, je vais peut-être pas gagner d'argent là-dessus. Si je suis à 0, c'est cool. Si je suis à plus 1000, tant mieux. Si je suis à moins 1000, tant pis. Et en même temps, c'est aussi une action de communication. Après, tu peux... Enfin, tu vois, c'est toujours bien de dire que tu as fait une date. T'envisages faire une tournée, toi? Je réponds à ta question après. Ouais. De pouvoir communiquer sur les images. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste de la communication à l'ère des réseaux sociaux où moi, j'ai quasiment que ça en communication aujourd'hui. Bon, il y a toi qui m'invites, j'ai quelques invitations par-ci par-là, tu vois. Mais j'ai pas une grosse machine derrière pour gérer le marketing, gérer les relations presse, etc. Donc, je te dis, cette date-là, c'est un passage obligé, c'est un plaisir, c'est du prestige, en fait. Après, ça va être beaucoup de travail, beaucoup de stress aussi, tu vois, pour que tout se passe bien. Mais concrètement, en termes d'euros, ben, si ça me rapporte 1000 euros, ça va être le bout du monde. Ok. Sur cette date-là en particulier, mais dis-toi qu'il y a des gens qui remplissent des Zéniths, des Bercy, Et qui qui perdent se des foutent thunes. dedans. Ils se foutent dedans, mais pas de 1000 euros. Ils se foutent dedans de 50 C'est 000 euros. Vald qui a raconté Tu vois. ça. Qui ça? Vald, je crois. Lui, il a dû se foutre dedans. Ouais, il disait que même le rideau, ça coûtait c'est des milliers d'euros à Mais parce Bercy. qu'après, là, c'est de la communication. Bien sûr. Et c'est aussi Tu du capitalises business. là-dessus après. Quand tu envoies un signal à tous les festivals de France que tu as fais rempli Bercy, eh ben, c'est un super signal. Derrière, tu vas récupérer autrement. C'est un investissement dans ce cas-là. Tu vois. Ok. C'est prestigieux et c'est un investissement. Alors moi, je ne suis pas dans cette économie-là, je la connais pas. J'ai Moi, bien je connais compris. un petit peu l'économie des petites salles et encore. Ce dont je t'ai parlé, c'est ce que je sais, tu vois. Mais pour ceux qui perdent de l'argent sur des grosses dates comme ça, le projet, c'est l'image auprès du public, l'image auprès des professionnels, et de pouvoir aller vendre ça en festival. Vous avez vu, on a rempli Bercy, ou presque rempli. En général, Avec quelques invités. En général, c'est... Ouais, mais des fois, ça se passe comme ça. Il y a des trucs qui se passent en coulisses. Bien sûr. Bien évidemment, moi, je ne suis pas dans ces coulisses-là, mais bien évidemment qu'il doit y avoir des invitations à tour Ça de te ferait bras chier quand à c'est pas rempli, avoir à gérer ça? Demain de te dire la salle elle est pas remplie, il faut. Enfin, quand je te dis ça te ferait chier, c'est que c'est sûr du que business tu préfères, qui t'intéresse pas. Quoi. C'est pas ça, c'est bien sûr que tu préfères faire sold out. Et bien sûr que En là, 30 comme je t'ai minutes. dit, ces 500 euros, c'est pas grand-chose. Hein. Tu vois, on parle pas de gros business. Hein. Bien sûr. C'est 500 euros de communication. Si la semaine prochaine, mon concert à la Maroquinerie, il est sold out, bah, je sais que je vais pas les dépenser, tu vois. Mais effectivement, si c'est pas sold out je sais pas moi, en juillet, août, il va peut-être falloir activer des leviers pour quand même vendre les billets qui restent à vendre. Et ouais, bah, il va falloir faire un tract, il va falloir faire des démarches, des trucs, des machins dont je me serais passé finalement parce que c'est du temps, c'est des démarches et en plus de ça, ça me coûte de l'argent. Donc effectivement, oui, je préfère faire sold out, ça c'est sûr. Mais ce sera peut-être pas le cas, on verra. Le temps file. Offsiders et coaching scénique. Ouais. Tu as lancé ton offre de coaching scénique il y a quoi? Il y a 1 an ou 2 ans. 2 ans. Ok. Pourquoi? Et je vais être cash, est-ce que tu fais des thunes plus qu'avec la maroquinerie ou même en général, on va un peu aller là-dessus, mais ça rapporte des thunes? Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Ouais. Bah, tu sais, tout ce qui est coaching, prestation de services, formation. Plus que la C'est des musique en choses termes qui- d'effort? Attends, qu'est-ce que ça me coûte en termes d'effort ou qu'est-ce que ça me coûte ou qu'est-ce que ça me rapporte? Les deux corrélés. Bah, Parce que la musique te demande quand même beaucoup de temps ouais, pour arriver à un bel album. le coaching, c'est différent. Bien sûr. Ouais, c'est une activité qui est plutôt bien rémunérée. C'est une activité qui est extrêmement valorisante pour moi, mais aussi pour les artistes que j'accompagne. C'était quoi la question? Parce que clairement, il y a 2 ans, tu l'as lancé pourquoi? Est-ce que ça a été un J'ai lancé pourquoi? besoin Parce financier? que non, Pas du à tout. la base, je l'ai lancé parce que je me suis dit mais putain, je Légitime. serais bon là-dedans. Ouais. Je pense que c'est tout à fait fait pour moi comme activité. J'avais
pas vraiment. J'avais eu des. On m'avait déjà appelé pour faire des accompagnements il y a plus d'une dizaine d'années. Et j'ai pas saisi le truc à ce moment-là. Tu vois. Et je me suis retrouvé au chômage en mars 2023. Et au bout de 2 jours de chômage, tout de suite, ça m'est apparu comme une évidence. Je me suis dit, mais attends, ça serait cool, ça m'irait bien. J'ai l'expérience de la scène. Je sais bien, Puis tu as eu je des maîtrise pas mal sollicitations. d'aspects de comment on prépare une scène. Je suis sûr que c'est fait pour moi. Et il y a un truc que tu n'as pas Et dit, du mais c'est que coup, tu sais transmettre. ouais, là, voilà, je suis Ça, câblé c'est sur la un truc transmission, que je suis tu bienveillant, aimes je suis beaucoup. Ouais. pédagogue, complètement, je suis câblé sur la transmission. Hmm. Et du coup, j'ai commencé à me dire que j'ai foncé, en fait. Donc, il y a eu plusieurs étapes où j'ai commencé à contacter des gens qui faisaient déjà ça pour échanger avec eux. Euh, j'ai commencé à identifier toutes les structures qui faisaient de l'accompagnement, que ce soit en Île-de-France, mais aussi en France. Tous les tremplins de musique, tous les tremplins rap. C'est quoi que tu veux Les dire par- tremplins, c'est du genre de concours, en fait. Tu vois. D'accord, ok. Des- C'est drôle, on a ça dans comment on les appelle ça startups aussi. Ouais. Ouais, mais du coup, ça doit être inspiré de là. Et, en fait, tu te rends compte que il y a des besoins de coaching et d'accompagnement scénique partout. Ok. Et il y a de plus en plus. C'est une activité qui s'est démocratisée parce qu'il y a de plus en plus d'artistes, notamment dans le rap. Parce que moi, le rap, c'est mon domaine Mhm. de prédilection. Il y a de plus en plus d'artistes, il y a de plus en plus de concerts. Et je vais dire, est-ce qu'on peut être rappeur sans scène, sans faire de la scène? C'est-à-dire, de faire du rap et jamais monter sur scène, peut-être qu'il y en a moi, j'en connais qui sont Ok. pas, Ouais. qui n'ont pas cette fibre-là, qui n'ont pas ce goût-là, qui n'ont peut-être pas confiance en Sans agent eux, de studio, ok. qui montent rarement sur scène. Il y en a, ils en ont quand même déjà fait. Hein. C'est un peu, tu vois, c'est difficile de passer à côté, mais il y en a, c'est pas leur ADN. Donc oui, c'est possible. Mais pour finir, donc c'est une activité qui s'est démocratisée parce qu'il y a beaucoup d'artistes, parce qu'il y a beaucoup de concerts, parce qu'il y a beaucoup d'accompagnement dans les salles en province, en région. Ça fait partie des missions des salles, tu vois. Et parce que c'est une vraie économie, le concert. Aussi, tu vois, ça permet de générer de l'argent. Un artiste peut gagner peut-être même plus d'argent en concert des fois que sur des streams ou sur des ventes de disques. Ça dépend, encore une fois, vraiment, il y a tous les cas de figure. Hein. Il y a des mecs qui vendent énormément, qui remplissent pas de salles de concert. Tu as des mecs qui baissent tout en concert, ils font des concerts tout le temps, ils vendent pas tant que ça. T'en as qui sont... Enfin, tu vois, il y a vraiment tous les cas de figure. Mais donc, il y a ça, c'est que... Il y a des besoins, en fait. Il y a de plus en plus de besoins. Et moi, j'accompagne des artistes émergents, ou pas, c'est-à-dire des artistes vraiment qui ont une discographie peu fournie et qui ont très peu de concerts dans les pattes, mais j'accompagne aussi des artistes qui ont une discographie déjà un peu fournie, qui ont déjà fait quelques concerts ou pas, mais en tout cas qui n'ont pas une expérience vraiment de la scène. Et donc il y a de plus en plus de besoins. Et aussi, la mentalité a un petit peu changé. C'est que alors, je dis pas que c'est le cas pour 100% des artistes, mais moi, tous les artistes que j'ai accompagnés, à quelques exceptions près, ils étaient tous preneurs de ça. Des fois, même aujourd'hui, il y a des artistes qui me contactent en direct. C'est pas leur producteur qui a identifié qu'ils avaient besoin et qui leur dit il faut que tu ailles faire du coaching, ou c'est pas une salle de concert qui fait de l'accompagnement et dans ses missions d'accompagnement d'artistes, il y a la partie coaching et qui leur dit on va te mettre un coach. Des fois, c'est des artistes qui me contactent, donc qui ont un recul sur leur propre pratique et qui sentent qu'ils en ont besoin. Tu vois. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que les artistes aujourd'hui sont beaucoup plus ouverts à ça, notamment la nouvelle génération. Leur mindset, c'est OK, moi je veux comment dire, pas brûler les étapes, mais en gros, c'est ce qu'ils me disent, c'est si tu peux m'apporter des skills, si tu peux me permettre de monter en compétences, si tu peux me permettre de gagner du temps, si tu peux me permettre de ne pas aller me brûler les ailes parce que j'aurais pas été assez expérimenté, si tu peux me permettre donc d'être meilleur, d'aller plus vite et donc de gagner plus d'argent, parce qu'il y a aussi cette réalité-là derrière. Quand tu vas faire des concerts, c'est pas gratuit.
eh ben vas-y, let's go, on y va. Et donc, du coup, ils sont très ouverts à ça. Très ouverts à... Moi, je suis au service de leur évolution, je suis au service de leur performance, je suis au service de leur progression, Mhm. je suis au service de qui ils sont. Et donc, là où moi, ma génération, en tout cas, je parle pour moi, et je pense que c'est valable aussi pour pas mal de gens de mon âge, si à l'époque, on m'avait dit, ouais, on va faire du coaching pour la scène et tout, j'aurais dit, oh, laisse-moi tranquille et je vais me débrouiller. Mais en fait, c'est ni plus ni moins que de la formation, en fait. Tu vois. Grosso modo, c'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a un côté... Ah, bah si, Il y a un c'est miser côté... sur soi aussi. Ouais, mais Mais- il y a une personnalisation dans le coaching scénique, tu vois. Là où dans la formation, il y a des fois quand même des trucs qui sont un peu... Oui, ok. Tu vois, c'est des blocs, c'est un peu Répétitif. inflexible, Ouais, quoi, ouais, tu vois. ouais, Enfin, c'est de en la tout cas, c'est théorie, comme ça quoi. que je le vois, tu Mm. vois. Tu vois, par exemple, moi, j'ai fait une formation SEO. Il y a, donc pas SEO, mais SEO. Référencement. Voilà, Mhm. le référencement naturel, etc. J'ai fait une formation là-dessus. Bon, ben, il n'y a pas de place pour l'artistique. C'est pas vraiment de la personnalisation. Alors oui, il y a des textes à écrire où là, tu vas pouvoir avoir un petit peu... Mais tu as quand même des cadres qui sont... Voilà. Bien sûr. Dans le coaching scénique, il y a aussi des choses qui sont un peu à respecter, tu vois, il y a un peu des codes, mais l'idée, c'est d'aller tirer vraiment C'est artistique. la personnalité Mhm. de l'artiste, quoi, tu vois. Et donc, il n'y a aucune séance de coaching qui se ressemble. Là où, quand tu vas faire une formation sur un sujet un peu technique ou quoi, bah, toutes les formations elles vont se ressembler, ça va être toujours la même. Tu vois ce que je veux dire? Le coaching scénique, non. Je sais jamais ce que je vais faire à partir du moment où je les aurais vus sur scène, parce qu'on commence toujours par un filage pour qu'ils me montrent ce qu'ils ont là à l'instant T Mhm. dans les jambes et ce qu'ils ont comme show à proposer. C'est à partir de là que on fait ce que j'appelle un diagnostic, on débriefe ensemble. Tu C'est vois leurs seulement à partir de besoins. là Mhm. qu'on voit quels sont les besoins, les curseurs à monter, les curseurs à baisser, les axes de travail, Tu peux tout mes le temps points les aider. forts, les points moins forts. Bien sûr, Il n'y a pas des bien sûr. moments où c'est un manque de confiance en eux Mais moi, et je t'es suis là pas pour leur psy. donner, Ok. je suis là pour leur donner de la confiance. Il y a une, on n'est pas loin du psy avec le coaching, puisque Ouais, ça c'est touche à la intéressant. confiance en soi. Mm. C'est de la Et moi, prestance, j'ai déjà eu présence. des artistes, enfin en tout cas, j'ai un groupe et un artiste qui m'a dit ça. Donc coaching jour et la nuit entre le premier jour et le troisième. Vraiment le jour et la nuit, c'était plus le même groupe sur scène. Ouais. Ils ont eu vraiment un énorme gain de confiance en eux. Voilà, je leur ai donné plein d'outils, de ficelles, de perches, de trucs. Je leur ai ouvert des portes qu'on a fermées. Il y a des lumières qui sont allumées, d'autres qui sont éteintes. Bref. Et quelques semaines après, au-delà de la confiance qu'il avait pu prendre sur scène, il y a un des membres de l'équipe qui me dit, tu sais, depuis ces jours-là de coaching qu'on a passé ensemble, Ça a eh ben débloqué lui, un il va truc. beaucoup mieux dans sa vie. Euh, Avec sa nana, ça se passe beaucoup mieux. Mm. Dans sa vie de tous les jours, il avait pris confiance. Il a Donc la pété confiance, une barrière une bah, je barrière sais pas, mentale, mais quoi. en tout Mm. cas, c'est... moi, j'en revenais pas parce que je m'attendais pas à un retour comme ça, en fait. Ça veut dire que des fois, la confiance que tu peux donner à un artiste dans la pratique de son art, puisque moi, je suis là uniquement pour ça, à la base, Mm. ça peut rejaillir Avec un dans la impact. vie Mm. de tous les jours. Tu vois, dans la confiance que tu as en toi, dans la vie de tous les jours. Et ça, je trouvais que c'était puissant. Alors, je dis pas que ce sera ça dans 100% de mes coachings, tu vois. Mais en tout cas, euh, c'est une activité qui me plaît, dans laquelle je suis épanoui. Et effectivement, tu as toujours quelque chose à apporter. Même des fois, tu es face à des artistes qui ont vraiment de la bouteille. Ils n'ont même pas que les bases, ils ont de la bouteille. Et ben même dans ces cas de figure-là, alors là, tu vas aller chercher beaucoup plus dans du détail, tu vois. Mais il y a des limites à Mais les tirer, quoi. Ouais. mais il y a toujours quelque chose. Mm. Tu as toujours quelque chose à aller chercher. Et en fait, quand c'est comme ça, quand tu te retrouves vraiment dans un cas de figure comme ça, où le mec, bon, bah, tu dis, bah, écoute, moi, ça m'est jamais arrivé, hein. Mais le jour où ça m'arrivera, de me retrouver face à un artiste, où je vais lui dire, écoute, gros, c'est impeccable, c'est parfait, J'ai rien à ce t'apprendre. que tu Ouais. fais, je vois pas vraiment ce que je peux t'apporter. À ce moment-là, de toute façon, il faut toujours les écouter. Eux, ils connaissent mieux leur carrière, ils connaissent mieux leur discographie, ils Mm. connaissent mieux leur parcours, ils connaissent mieux leur sensibilité que toi. Toi, tu apportes un regard extérieur. Mais si je me retrouve dans cette situation,
je, je, je lui dirais de quoi tu as besoin. Et je pense qu'il aura forcément des choses à dire. Bah, tu vois, là, j'ai toujours une gêne, là, si, comment on pourrait faire, tu vois, il y a toujours Que des limite, toi, choses tu à vois pas apporter. sur scène, mais que lui, il ressent et qui te Ouais, dit, mais dans ouais, tous je vois les ce que tu cas, veux dire. moi, je viens pas pour imposer une recette, je viens pas pour qu'il fasse du flin sur scène. C'est pas le but, c'est pas qu'il fasse ce que moi je sais faire, Hmm. c'est qu'ils arrivent à tirer le fil de qui ils sont. Bon, il y a un son que j'aime beaucoup sur ton dernier album. C'est pas mon préféré, mais on en a parlé. C'est Mauvais pour le business. Ouais, Je vais te poser des questions. Elles sont toutes connes. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais pour le business? vas-y. Ok. Les réseaux sociaux. Et pour ton business, hein, excuse-moi, mais pour toi. C'est bon, C'est bon pour le business? Ok. bien sûr. Les maisons de disques. Pour mon business, à moi, non, ça rentre pas dans l'équation. L'autotune. Moi, je l'utilise pas, mais j'ai absolument rien contre les outils autotune, vocodeurs. Pour moi, c'est un instrument. Si tu sais t'en servir, ça peut être très bien. Si tu sais pas t'en servir, ça peut être horrible. Moi, j'ai rien du tout contre ça, mais moi, je ne l'utilise pas. Les chanteurs et chanteuses de R&B. Pour mon business, je sais pas. Ok. J'ai pas d'avis. Les featuring. C'est plutôt bon, ouais. Un feat avec Orelsan, mon pote. Ouais. Est-ce que c'est bon pour le business, pour ton business, ou c'est mauvais? Alors, c'est forcément bon pour le business. Après, on a été bien aidé par le clip qui a été réalisé par Francis Cutter. Qui est incroyable, le clip. Merci. Qui a des reprises de plein de scènes de films très connues. Voilà, donc on a été bien aidé par ça aussi. Ok. Mais même s'il n'y avait pas eu ce clip, oui, encore une fois, faire un titre avec un artiste qui a un meilleur rayonnement que toi, si c'est fait intelligemment. Et c'est Tu ça vois. que je trouve. Parce qu'avec Orelsan, ça Mm. reste, même s'il n'était pas encore là où il est aujourd'hui, il y a 12 ans. Tu vois, entre-temps, lui, Ouais, bien sûr. ça, tu vois, il est Ouais, il parti, était déjà quand c'est même devenu gros. une... Ouais, mais là, c'est devenu une Ouais, là, rockstar. c'est une icône, quoi. C'est une rockstar. C'est plus tout à fait les mêmes... voilà, il est encore bien plus loin que ce qu'il était en 2012. Mais Mais il faut que après, ça si soit c'est fait fait si intelligemment. c'est cohérent, tu vois là, c'est cohérent. Et C'était d'ailleurs, cohérent. c'est pas pour autant que tu as refait la même sauce en essayant de faire des feats avec des gens de plus en plus connus. C'est juste à ce Non, 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 moment-là. non. Et j'invite tout le monde à aller Donc ça, l'écouter parce que mon c'est pote, quoi. Ça parle d'amitié. ça vient c'est une rencontre en fait. Mm. Puis on s'est rencontrés, on s'est immédiatement bien entendu. Sur scène, je t'ai vu Voilà. avec du Avenir. Il y a un rapport par rapport à sa marque? Quand je t'ai vu aller au fête de Victor, fête de la musique là, ouais, l'année ouais, dernière. ouais. Non, Non. je- Allez, next. ça n'a rien à voir. Je te dirais ça en off Ok, si tu ok. veux, mais je pense que c'est pas Vas-y, non, c'est pas mais. le moment de... Bah non, attends, mini question. Hmm. Tu le côtoies encore? Et est-ce que tu peux le contacter Ça- encore aujourd'hui? Ouais, si je voulais, mais après, je veux pas... Non, mais parce qu'il a boomé entre-temps tellement Ouais, fort après, que. Ok. il est occupé, mais si je veux lui envoyer un coup de fil, lui passer un message, je le ferai. Est-ce que c'est bon ou mauvais pour le business, travailler avec les amis et la famille? Et ou la famille? Travailler avec les amis, je pense que ça peut être bon. Ça peut aussi faire en sorte que tes amis ne soient plus amis après, mais travailler avec la famille, moi, j'ai jamais fait. Bon, et après, des fois aussi, travailler avec des gens qui n'étaient pas tes amis au départ, ça peut être très bien, comme ça peut être très mal. J'ai pas de... Je pense que travailler avec... ça dépend aussi de est-ce que vous êtes tout le temps ensemble, ça dépend aussi de Mhm. comment le projet se passe. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça C'est pas noir fonctionne ou blanc, en tout pas? cas. Ouais, j'ai pas Ça dépend. vraiment, il n'y a pas vraiment de réponse tranchée là-dessus, quoi. Le rap de rue, Ouais. rapper la street, c'est bon ou c'est mauvais pour le business? Ben écoute, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est bon pour le business, puisque la grande majorité des rappeurs ou des artistes qui sont en haut de l'affiche rappent la rue. Mais après, tu as aussi beaucoup de rappeurs qui rappent la rue et qui sont pas en haut de l'affiche. Et tu en as aussi beaucoup qui rappent pas la rue et qui sont en haut de l'affiche. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est bon parce que par rapport aux auditeurs de cette Mhm. musique, et notamment les plus jeunes. Mais aujourd'hui, enfin, voilà, quoi, l'auditoire est quand même très large dans le rap. C'est beaucoup plus large qu'avant. Ce serait pas forcément Donc, bon pour ton business, toi? Si bah, demain mais tu te mettais à rapper la rue. moi, je me poserais jamais la question comme ça, en fait. Ok. Tu vois, c'est pareil, comme on parlait de plan de carrière, j'ai pas de plan de DA lyrical. Alors,
Est-ce que c'est bon ou mauvais pour le business dans ce cas-là, le rap conscient? Bah, conscient, moi, j'aime pas ce terme-là. Conscient par rapport à quoi? Par opposition à rap inconscient. Oui, peut-être qu'il y a un rap On va peut-être inconscient, dire oui, avec c'est possible. Moi, je qui suis pas prône les fan belles de. valeurs, à Ouais, du je sais rap pas. éthique. Ouais. Tu considères que ton Euh, rap est éthique, toi? Éthique par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à la Par rapport responsabilité? à moi? Hmm, Par rapport à oui, mon bah éthique à c'est moi, oui. Oui, subjectif et personnel. oui. Mais Ouais. donc ce serait du rap éthique par rapport à mon éthique. Hmm. Mais Ouais, donc ouais. le rap éthique, je sais pas, j'arrive pas Ouais, j'essaie de à mettre t'embêter une. là-dessus et Non, de mais voir non, si. mais c'est pas con comme question. Mais j'arrive pas à. Tu vois, rap conscient, pour moi, c'est Hmm. conscient de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, rap conscient? Et est-ce que c'est bon pour le business? Donc, si on devait considérer que rap conscient, ça existe, je dirais non, c'est pas bon pour le business. C'est clairement pas ce qui va être, c'est clairement pas ce qui est mis en avant, à quelques exceptions près. C'est pas ce Euh, qui est mis en avant, non. les médias, c'est bon pour le business ou c'est mauvais pour le business? Bah, c'est plutôt bon, sauf si tu es mauvais dans les médias. Si tu as une interview en direct sur TF1 et que tu es mauvais, ce sera peut-être pas bon pour ton business, mais si tu sais gérer une interview, normalement, c'est censé être bon pour le business, ou en tout cas pas négatif. Ça dépend ce que tu racontes. Si tu commences à tirer sur tout le monde, et si tu commences à t'attirer Ouais, des problèmes parce que tu dis, bon bah oui, ça peut être mauvais pour le business. Et en même temps, ça peut être bon aussi. Clasher tout le monde, c'est aussi un business. Enfin, tu vois, ça peut aussi être bon c'est parce que Drake Doomsday, parce que tu te fais remarquer, bien sûr. parce qu'on dit, ah, lui, il a une grande gueule, il a pas sa langue dans sa poche, etc., etc., etc. Et du coup, Mais c'est pas trop c'est des toi, choses, ça. tu sais, les gens, ils aiment bien le goût l'odeur du sang, en tout cas, tu vois. Ils aiment bien ça, tu vois. Et puis, il y a cette dimension-là aussi dans le rap. Mais bon, moi, Euh, c'est pas mon créneau. Est-ce que la concurrence ou la compétition, Mhm. je sais pas si c'est la même chose, je dirais que oui, mais dans le rap, c'est bon pour le business ou pas? Bah, de manière générale, je pense que la concurrence et la compétition, c'est un moteur. Il en faut. Maintenant, est-ce que c'est bon pour le business? Ça dépend comment tu tires ton épingle du jeu là-dedans. Si tu es vraiment à la ramasse par rapport à la concurrence, bah, il y en a qui vont prendre ta place. Mais je pense que c'est plutôt vertueux. C'est comme quand tu fais un morceau, tu essaies d'être le meilleur. Quand tu fais un freestyle, tu essaies d'être le meilleur. Hmm, Et c'est bien qu'il y ait une compétition. C'est bien d'avoir des gens qui soient bons. Et il y en a plein des rappeurs qui sont bons. ça Donc c'est rehausse le bien, niveau. ouais, quand on Ouais. entend un mec qui est bon, tu dis, ah ouais, mortel, moi aussi, ça te tire vers le haut plutôt. Donc j'aurais plutôt tendance à dire que si on voit ça comme ça et que c'est censé te rendre meilleur, en tout cas, ça doit te permettre d'aller chercher les ressources en toi pour être meilleur. Mais maintenant, ça peut aussi être mauvais pour le business parce qu'il y a tellement de monde sur la carte que bah, il y a pas de place pour toi, tu vois. Hmm. Donc c'est l'un et l'autre. Half-half. Vieillir, c'est mauvais ou bon pour le business? Ben, dans ma chanson, je dis vieillir, c'est mauvais pour le business. C'est un peu vrai. Et en même temps, alors c'est un peu vrai pour certains aspects. Pour ce que tu dis dans la chanson, en tout cas. Ouais, Être déconnecté aussi. ouais, déconnecter, vieillir. C'est sûr que dans une musique où la nouveauté, c'est important, tu vois, où tout le monde est à l'affût de la nouveauté, que ce soit le public, les médias, etc. Forcément, c'est pas très bon. Et par contre, vieillir, c'est acquérir de l'expérience, savoir mieux où on met les pieds, et donc peut-être mieux gérer certaines choses. Donc, effectivement, ça peut être aussi bon pour le business si on voit vieillir d'un point de vue de l'expérience. Tu sais que ma dernière question, c'était et l'échec et les expériences, est-ce que c'est bon ou mauvais pour le business? Mais tu as répondu, et je pense qu'on doit arrêter parce qu'il y a des Euh, balances qui arrivent comme juste comme après. j'allais dire, et je terminerai là-dessus, Vas-y, je t'en il y prie. a une phrase que j'aime bien, c'est l'obstacle est le chemin. Ça répond un peu à ta question. Ouais, les échecs. Si, Ça si construit. si c'est la fin, si tu le prends comme une fin, alors si tu le prends comme un apprentissage, comme je dis dans l'album, dans mon vocabulaire, il n'y a pas à échouer, il y a à apprendre. Si tu apprends tes erreurs, si tu sais t'en relever, si tu sais rectifier le tir, eh ben, c'est bon pour le business. Un grand merci, monsieur Julien Merci à Flint. toi. Un grand merci à Sacha et à toute l'équipe du New Morning de nous Ouais, avoir merci à accueillis. vous. Je vais voler ta phrase de fin, mais moi je voulais absolument terminer par ça.
Et je vais te citer, et c'est un truc que j'ai partagé avec ma mère et que je trouve qui est magnifique. Maman m'a toujours dit de faire ce que j'aime, j'ai dit à mes enfants de faire des E. J'ai dit à mes enfants de faire les deux, que vivre de sa passion, c'est merveilleux. Allez écouter, et pour toutes les personnes, on se retrouve en physique le 10 septembre à la Maroquinerie. Merci beaucoup. Merci à toi. À très vite pour un nouvel épisode. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode. Et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi. Je vous laisse vous abonner dès maintenant. Et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.